En guise d'introduction à cette rencontre, je vais vous présenter les protagonistes. Nous avons ici Alan Vergne, qui est écologue du sol, diplômé d'une thèse du Muséum d'histoire naturelle, mais qui travaille aujourd'hui à l'université Paul Valéry de Montpellier. Alan est spécialiste de la macrofaune des sols, c'est-à-dire des lombrics, des fourmis et autres organismes qui sont des organismes géants à l'échelle des myriades de micro-organismes qui peuplent le sol. Parmi les écologues du sol, Alan est lui-même une espèce assez originale puisqu'il est spécialiste de la faune des sols urbains, c'est-à-dire d'un type de sol assez particulier sur lequel on va revenir. Ce soir, il ne va pas charmer ni dompter des vers de terre, mais il va vous présenter la façon dont il étudie ces êtres avec qui nous cohabitons dans les villes, ces êtres si loin de nous par leur forme et leur mode de vie, et dont la survie est peut-être plus liée à la nôtre qu'on pourrait le penser. Ensuite, voici Anaïs Tonder, qui est artiste et dont le travail est ancré dans la pensée écologique. Ses projets prennent la forme de collectes ou de protocoles d'enquête fictifs, mais inspirés de pratiques existantes qui sont présentées sous la forme de marches, de performances ou encore d'installations photos ou vidéos. Le travail d'Anaïs est ancré dans une pratique de narration spéculative, c'est-à-dire que tous ces projets explorent de nouvelles façons de raconter le monde qui soient porteuses de transformation de nos relations au vivant et au cycle de la Terre et donnent à voir des façons de sentir et de vivre non plus dans une position de surplomb, mais avec et parmi les autres vivants. Ce soir, elle va réactiver un protocole d'attention que nous avons développé tous ensemble pour penser notre relation au sol en nous laissant guider par une odeur, mais vous en saurez plus dans quelques minutes. Une autre participante à cet événement, qui n'est pas présente sur scène, mais dont la voix viendra ponctuer l'événement, c'est Marine Legrand, ethnologue et écrivain, passée elle aussi par le muséum. Dans ses recherches, à côté des écrits plus académiques, la poésie, la fiction, le travail audio, l'illustration deviennent des outils à part entière de l'enquête et de sa restitution et permettent d'explorer les savoirs pratiques et imaginaires qui peuplent les chemins allant des friches aux assiettes, de nos ventres aux égouts, des jardins aux ministères. Elle nous accompagnera donc ce soir par la voix, par des virgules poétiques, sorte d'apartés textuels diffusés dans l'espace qui nous enveloppe. Nous serons également portés par des fragments de paysages sonores composés par Floriane Pochon, compositrice avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Quant à moi, qui ferai office de récitant ce soir, je suis Germain Meulemans, je suis anthropologue basé au Centre Coiré, qui est un laboratoire d'histoire des sciences qui dépend à la fois de l'EHESS et du Muséum. Je travaille sur l'histoire récente des sciences des sols, en particulier sur la manière dont s'y développe un intérêt pour les sols des villes. Ces sols qui sont tout à fait différents de ceux dont ont eu longtemps l'habitude les chercheurs en sciences des sols, puisqu'ils sont un hybride de nature et d'histoire humaine. C'est ce brouillage des catégories qui m'intéresse, et en dehors de mes enquêtes ethnographiques sur le sujet, je l'explore dans le cadre de collaborations avec des artistes ou des scientifiques d'autres disciplines, comme Alan, Marine et Anaïs. Vous l'aurez compris, nous ne sommes ni comédiens ni acteurs. Ce soir, nous allons jouer nos propres rôles, c'est-à-dire partager avec vous en direct quelques aspects d'un processus collectif d'expérimentation sur les sols qui a débuté en 2015 à Chamarande lors d'une résidence initiée par Coal. Pour finir, laissez-moi vous présenter les sujets qui nous rassemblent ce soir. Il s'agit des 3 sols que j'ai ici devant moi. Ces sols ont été prélevés en réalité plusieurs mètres au-dessus de nos têtes dans le Jardin des Plantes. Ils témoignent des passés et du présent du Jardin des Plantes. On a ici un sol organique qui vient du Jardin écologique, qui se trouve à peu près 50 mètres dans cette direction. Ici, un sol qui vient du Jardin des Simples, situé juste derrière la maison de Buffon, donc en fait à peu près en face de l'entrée de ce bâtiment. Et enfin, un sol plus calcaire, bien qu'un peu mélangé, qui provient, lui, des allées. Donc c'est vraiment la surface qu'on a pris ici, pas le sol dans sa profondeur. Voilà donc des sols bien spécifiques. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des autres sols urbains qui sont le plus souvent scellés, imperméabilisés ou contraints dans de menus espaces au pied des immeubles. On peut dire que les sols urbains, peut-être encore plus que les autres sols, ont été négligés. Ils sont restés dans l'ombre de la science moderne durant plus de 150 ans. Sans doute était-il commode de seulement voir ces sols comme un support pour la marche,
comme la base inerte et stable de la ville, ou encore comme son armoire technique, là où circulent les conduites d'eau, de gaz, mais aussi les flux d'électricité et d'information. Et ce sont ces sols, précisément, que nous voudrions mettre en mouvement au travers de ce temps partagé avec vous. Ça crisse, ça coasse, ça frôle, ça froisse, ça cisèle, ça trace. Et puis ça glose au gouline, ça s'engloutit dans le bouillon. Commençons par plonger dans le travail quotidien de l'écologue des sols, en observant les gestes que reproduit ici pour nous Alan. Comme vous pouvez le voir, il extrait délicatement des vers de terre du sol du terrarium pour les observer sous une loupe binoculaire, ou plutôt ici à l'aide d'une caméra microscope. Les gestes qu'il reproduit ici sont ceux qu'il opère au quotidien, au laboratoire ou quand il travaille sur le terrain. On se représente souvent les vers comme des êtres mous et lisses parce qu'ils sont dénués de squelette. Pourtant, le corps du ver de terre est en grande partie constitué de muscles puissants. Les collègues d'Alan ont identifié 7000 espèces de vers dans le monde, dont au moins 150 habitent en France métropolitaine. Les vers de terre ont des mœurs différentes selon leur catégorie écomorphologique. Il existe des vers épigés. Ceux-là vivent à la surface du sol, dans les amas de feuilles, en forêt par exemple, et participent à la décomposition de la litière. On a aussi des vers endogés, qui vivent exclusivement dans le sol, et doivent donc littéralement creuser, manger leur chemin pour se déplacer dans le sol. Au passage, ces vers endogés se nourrissent de petits fragments de matière organique qu'ils associent à de la matière minérale, formant des complexes argilo-humiques, ce que l'on appelle communément l'humus. Enfin, on compte aussi des vers anéciques qui se déplacent entre les profondeurs du sol et la surface, assurant la bioturbation, c'est-à-dire le mélange des différentes couches du sol. Ce sont leurs déjections, des turicules, que l'on observe parfois à la surface du sol. Pour un spécialiste des vers de terre tel qu'Alan, qu'on appelle aussi un géodrillologue, extraire un ver de terre du sol sans le blesser implique une véritable expertise tactile, un mélange de délicatesse et de fermeté. Si l'on est trop lent, le ver anécique se contracte et plante ses poils dans le sol. Si on est trop brusque, on finira avec un bout de verre dans la main, et contrairement à la légende, un ver de terre coupé en deux ne donnera pas deux vers de terre. Mais laissons Alan nous décrire le travail quotidien du chercheur en écologie des sols. Donc, je travaille à l'échelle des communautés. J'essaie de comprendre comment l'environnement, avec sa composante abiotique, la température, la teneur en matière organique, l'humidité du sol et la composante biotique, les autres organismes, vont façonner en fait ces communautés, ces groupes d'espèces de vers de terre. Et pour ça, en fait, j'essaie de les identifier. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc ça ne vous a pas échappé, le ver de terre a un corps qui est extrêmement segmenté, plusieurs dizaines, parfois centaines de segments. Et en fait, on va regarder la place d'organes bien particuliers le long de cet ensemble de segments. On va démarrer par la tête. Alors, petite astuce, la tête, c'est la partie qui est la plus proche d'un organe bien particulier. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, le clitellum, qui est une forme de bourrelet. Donc, je vais essayer de vous montrer le nez d'un ver de terre. Alors, je pense que pour certains, pour la majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous allez voir un nez de ver de terre. Et quel nez, messieurs, dames, puisque avec ce puissant organe, il arrive à saisir des feuilles et d'autres éléments. Et dans le cas de cet anécique, il va les enfouir en fait dans les profondeurs du sol pour les ingérer. Et donc ensuite, je vais m'intéresser à d'autres organes et donc à leur position le long de ce tuyau tout segmenté. Souvent des organes en lien avec la reproduction, des organes sexuels, ce qui fait qu'on ne peut identifier la majorité des espèces qu'en capturant des individus adultes, comme celui-là, qui est dans la fleur de l'âge. Souhaitons-lui longue vie. Donc je vais regarder, je le retourne,
Voilà. Comme nous, le ver a une face ventrale et une face dorsale. Ici, je vais m'intéresser. Alors, les vers de terre sont très cabotins, vous avez pu le constater. Mais celui-là est quand même de relativement bonne composition. Donc, on voit le port mâle. Bon, il est quand même assez peu visible, ce port mâle. Le port mâle, c'est un orifice par lequel les spermatozoïdes vont s'échapper pour aller jusqu'au clitellum. Puisque vous le savez sans doute, les vers de terre sont hermaphrodites. Je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs. Mais en tout cas, lors de la reproduction, les deux partenaires vont être collés l'un à l'autre justement par ce clitellum, grâce à ce clitellum, ce bourrelet là. Et donc le sperme va couler jusqu'à des orifices bien spéciaux et être stocké en fait dans des spermathèques du partenaire pour être utilisé plus tard. Et donc sur ce clitellum, on a une zone encore plus particulière qui s'appelle le puberculum, qui a un relief bien spécifique qu'on trouve chez les adultes en saison des amours. Et ça va nous aider à l'identifier. Alors croyez-moi sur parole, ici ça ressemble à une gouttière. J'ai compté la position sur les anneaux, on est sur du 28-35. Voilà, donc probablement Aporectodea longa, une espèce d'anécique, donc ces vers qui font des allers-retours entre les horizons profonds du sol et la surface, et qu'on aurait très bien pu attraper en fait dans le jardin écologique du muséum. Moins sous un parking évidemment. Alors c'est la vue que je mobilise le plus finalement pour l'identifier, ce ver de terre, mais lors de cette identification sur organisme vivant, déjà il y a une odeur qui émane des vers de terre. Vous pourrez le constater peut-être après cette expérience, si vous devez identifier des vers de terre. Et puis même au toucher, on est face à un organisme qui est extrêmement musculeux, presque comme un serpent, qui est doté de poils, donc qu'on sent au toucher. Et je voulais vous montrer un second et dernier individu, qui a la particularité d'avoir un tégument transparent. Donc vous voyez ici en direct le sang couler dans le ver de terre, le long de son système circulatoire. S'il veut bien, les mouvements de son corps, qu'on appelle les mouvements péristatiques. Et puis, en arrière-plan, son intestin avec cette terre qui est en train d'être d'une certaine manière digérée. Et donc il faut vous imaginer qu'au moment là où on parle ensemble, vous avez des millions de vers de terre qui grignotent, qui façonnent et qui constituent les sols. Alors ceux-là ont bien travaillé, donc je vais laisser les intestins de la terre, comme les appelait Aristote, se reposer. Lors de l'identification, Alan explore le ver de terre et se retrouve sans cesse confronté à une forme d'altérité très particulière. On est face à un organisme dénué d'yeux, mais sensible à la lumière, qui parcourt un monde obscur, guidé par les vibrations, les gradients chimiques, que l'on pourrait appeler odeur s'il avait un vrai nez. Le sol est un milieu fait de gaz, d'eau et de matières solides et d'autres organismes avec lesquels le ver échange, en particulier via sa peau et son intestin. Un corps segmenté, mais qui possède presque une tête, de là à imaginer qu'il puisse rêver, un organisme sensible, en sorte. Mâche, malaxe, déglutit son contenant de vase, glisse aux amas agglutinés, au précipice de grains, pris serré dans la glaise, aux verticales sinueuses, au plafond tapissé de coquilles concassées, de cosses, de limaces. Avec le collectif rassemblé ici, le ver de terre est presque devenu un organisme fétiche qui nous a beaucoup fait réfléchir aux notions de milieu et d'environnement. On dit souvent que la notion d'environnement réinstaure un grand partage entre nature et culture. L'environnement serait ce qui entoure l'homme, comme si l'environnement était une sorte de toile de fond pour l'aventure humaine. Mais comparons cela avec la manière d'être au monde du ver. Nous, humains, occupons la surface de la Terre, nous évoluons dans l'air ambiant et marchons sur le sol. Le ver constitue ici une altérité radicale puisqu'il ne se déplace pas sur une surface, mais dans un milieu, le sol.
Plus encore, lorsqu'un ver se déplace dans le sol, il ingère le sol, qui se déplace donc à travers lui. Le passage dans le corps du ver lie ensemble les particules organiques et minérales, et c'est un processus clé dans la formation du sol sous nos latitudes du moins. Ainsi, le sol n'est pas laissé intact par le passage du ver, comme s'il s'agissait d'une simple trame de fond, mais se transforme en cours de route. Le milieu du ver lui est à la fois intérieur et extérieur, ce qu'il contient et ce par quoi il est contenu. Ver et sol constituent leurs conditions d'existence mutuelles. Si, comme l'affirme Tim Ingold et d'autres, la notion d'environnement reste compatible avec une conception de l'individu fermé sur lui-même, qui vit dans un environnement, le milieu du ver tient cette conception en échec. Il oblige à penser la multiplicité, la relation, la concrescence comme base de la vie. Racine, s'étendre, prendre, étreindre, s'affaler dans la masse, asseoir la pesanteur, tomber doucement, frémir comme l'on grandit, dévier, délivrer les sucs, saisis aux limbes abondantes, modulation filiforme, ferme sinusoïde. Le chevelu tricote et se faufile, lacère, enlace, s'enroule, enrobe, ce qui sous lui se désagrège, là où cela se fendille. La roche primipare, première parturiante. Nous en arrivons au deuxième chapitre de cette rencontre. Je me tourne maintenant vers Anaïs Tonder, qui est en train de préparer, d'étudier, elle aussi, ces sols du Jardin des Plantes. Et elle suit pour cela un protocole très précis, elle aussi. Ce protocole consiste d'abord à collecter des échantillons de sol urbain selon un transect, c'est-à-dire une ligne droite qui traverse un milieu particulier, ici la ville et même le Jardin des Plantes. Il consiste ensuite à humer pour décrire les différentes odeurs que ces sols dégagent. D'habitude, Anaïs distille ces échantillons de sol à l'aide d'un grand alambic en verre, mais ici, vous en voyez une version portable, mieux adaptée à cette performance. Contrairement au protocole d'Alan, il y a peu de chances que vous retrouviez les gestes et les instruments d'Anaïs dans un laboratoire de sciences du sol moderne, car cet outil et ces gestes sont le produit de notre propre exploration collective, d'un travail de spéculation que nous menons ensemble. Ce protocole, intitulé Petrichor, s'inspire de différents moments bien réels de l'histoire des sciences du sol. Il s'inspire d'expériences, de protocoles oubliés qui, s'ils s'étaient imposés, auraient peut-être pu donner lieu à des conceptions du sol très différentes. La première histoire dont s'inspire cette expérience spéculative a eu lieu il y a précisément 175 ans, à quelques rues d'ici, rue Mouffetard, où Michel Eugène Chevreul, célèbre chimiste du muséum, prélevait des échantillons de sol, ou plus exactement de boue, entre et sous les pavés de la rue. À l'époque, le quartier était réputé pour sa pestilence, générée par les activités de teinturiers, tanneurs, corroyeurs et autres mégisseurs qui avaient installé leurs ateliers autour du cours d'eau de la Bièvre. Or, au moment des grandes transformations urbaines du XIXe siècle, la boue, ou plus précisément les vapeurs supposées s'élever de ces boues, appelées miasmes, deviennent l'objet d'un discours inquiet. La boue de Paris sent mauvais. Mélange complexe d'eau croupie et de crottin, elle est malaxée par les roues des voitures qui la font régulièrement gicler sur les murs et les passants. Cette puanteur est tenue responsable des maladies qui touchent les corps des citadins de l'époque. Les miasmes sont aussi pensés corrompre l'esprit des citadins. On sait à quel point les villes ont pu être dépeintes comme des lieux de perdition. Eh bien, on crut longtemps que l'odeur qui émanait des sols jouait un rôle crucial dans ce dévoilement des mentalités. Pour mieux comprendre ces miasmes, le chimiste Chevreul se retrouve à collecter les boues parisiennes qu'il fait macérer sur de longues périodes, certaines jusqu'à 6 ans. Il ouvre ensuite les bocaux pour flairer les effluves émises par ces boues. Tout en les analysant, il en établit une typologie. Le chimiste présente cette étude, cette forme d'enquête sur les sols parisiens, comme un travail d'hygiène publique. Il présentera même une étude à l'Académie des sciences,
le 9 et 11 novembre 1846. Elle s'intitulait « Mémoire sur plusieurs réactions chimiques qui intéressent l'hygiène des cités populeuses ». Je vais ici vous en lire quelques extraits. Examen d'une matière noire prise entre et sous les pavés de la rue Mouffetard, près du pont aux Tripes. Cette matière avait une légère odeur d'écurie. Elle agissait sur l'aiguille aimantée. On l'a mis avec de l'eau dans un flacon fermé à l'émery. Après 12 heures de macération, l'eau filtrée était légèrement alcaline au papier rouge du tournesol. Le 22 décembre 1846, je fis 3 mélanges que je renfermais dans 3 flacons de verre fermés à l'émery d'1 demi-litre. Mais la fermeture n'était pas parfaitement hermétique. Le 22 décembre 1852, un papier de tournesol rouge plongé dans l'atmosphère du premier et du deuxième flacon redevint bleu. L'odeur du premier était très sensiblement ammoniacale. L'odeur du deuxième était ammoniacale avec une odeur de moisi. Et en regardant dans le flacon, on y apercevait des moisissures. Lorsqu'on traite par l'acide chlorhydrique de la matière noire qui colore la terre sableuse que l'on trouve sous les pavés de Paris, on peut n'obtenir qu'une simple solution de protoxyde et de peroxyde de fer, de sorte que le fer provenant du frottement des roues, des voitures, des fers des pieds de chevaux, qui est entraîné entre les pavés et en dessous par les eaux pluviales, est passé alors à l'état d'oxyde intermédiaire. Mais on observe dans certains cas que la matière noire dégage de l'acide sulfhydrique, de sorte qu'alors elle est un vrai protosulfure de fer, lequel peut être pur ou mélangé à de l'oxyde de fer. La matière noire de la boue de la Bièvre est donc du fer sulfuré, car elle dégage par l'acide chlorhydrique de l'acide sulfhydrique, même après un lavage soigné. En ce milieu de XIXe siècle, au moment où les préoccupations sur le caractère malsain des sols des villes sont en passe d'aboutir à leur scellement généralisé, on assiste à une séparation durable entre le sol, habité de gaz et de processus étranges et gênants, et le sursol, habité par les humains, ce qui inclut l'atmosphère au sein de laquelle ils respirent. Pourtant, comme nous le révèlent ces notes de Chevreul, c'est aussi à ce moment qu'on voit émerger les prémices d'une classification olfactive des sols, une tentative de compréhension du sol par l'odorat. Quelques décennies plus tard, la science des sols, connue sous le nom de pédologie, émerge en tant que discipline. Or, elle fera dès le départ reposer son approche du sol sur une analyse quasiment exclusivement visuelle. En effet, l'émergence des sciences modernes en Europe est caractérisée par une prééminence donnée à un sens sur tous les autres, la vue, considérée comme seul sens réellement fiable pour l'appréhension scientifique du monde. Cette préférence pour la vue vient de l'idée qu'il serait possible de développer un regard détaché, objectif sur le monde naturel, qui est donc encore une fois réifié comme une globalité extérieure à l'observateur. C'est ici qu'intervient un second moment dans l'histoire des approches scientifiques des sols. L'histoire se déroule maintenant en 1964, année de naissance du mot pétrichor, terme qui vise à décrire l'odeur du sol après la pluie. Ce terme pétrichor a été inventé par Isabelle Baer et Richard Thomas, deux chimistes australiens, en associant 2 mots grecs, pétra, la roche, et ichor, chez Homère c'est le sang des dieux, mais plus communément c'est l'essence, donc pétrichor, l'essence de roche. Dans leur article, Baer et Thomas soutiennent que la nature de l'odeur argileuse, bien connue des jardiniers et des randonneurs du monde entier, émerge dans l'interaction complexe entre la pluie, la chaleur du soleil, le sol et les millions de micro-organismes qui le peuplent. Remarquant que la plupart des gens trouvent l'odeur agréable, ils spéculent même sur une disposition biologique à aimer cette odeur, développée dans les groupes d'agriculteurs humains sédentaires au cours des derniers milliers d'années. Pourtant, lorsque d'autres, notamment des parfumeurs ou des aromaticiens, ont essayé, après les 2 chimistes, d'imiter cette odeur du sol après la pluie, ils se sont mis à en faire une qualité intrinsèque du sol, voyant le pétrichor comme une substance que l'on peut isoler, référencer et transporter. Baer et Thomas, pourtant, ont été clairs. Le pétrichor ne peut émerger que dans la relation étroite entre la terre et le ciel, entre le sol et le climat. Nous sommes par conséquent posé la question suivante. Une odeur qui émerge en relation intrinsèque avec les éléments.
pouvait-elle nous conduire vers une compréhension plus processuelle du monde? Cloporte. Carcasse creusée dans le cuir crasseux. La carapace cuivre cliquette au tempo de ses 100 segments ciment. Sur le velours velu de la surface, voici une caverne. Roulée, roulée d'une chic note vers l'anfractuosité, au creux de l'écorce molle. Là, enfin, enfourcher l'échancrure et satisfaire sa faim de bois moite, de feuilles sèches en débris, de cellulose déliquescente. Avec la création de cette palette olfactive, nous nous éloignons de la chimie, cette science qui étudie les substances et les réactions, pour nous approcher plutôt de l'alchimie. Cette pratique que l'historien de l'art James Elkins présente comme une science du matériau, qu'il oppose aux sciences de la matière. Un matériau, pour Elkins, n'est pas étudié pour ce qu'il est de façon intrinsèque et invariante, mais pour ce qu'il fait. Il ne peut être étudié que de manière expérimentale et expérientielle. Il n'y a donc aucune méthode pour rendre les expériences alchimiques reproductibles. En cela, comme l'affirme Ingold, l'alchimiste se rapproche d'autres praticiens, comme le bâtisseur, le jardinier, le cuisinier ou encore le peintre, qui n'imposent pas une forme sur la matière, mais rassemblent plutôt des matériaux et les combinent ou réorientent leur flux dans l'anticipation de la forme qui pourrait en émerger. Ingold propose ainsi qu'à côté du matérialisme des substances, qui cherche à décomposer le monde en autant de parties qu'il est possible, on peut circonscrire les périmètres d'un matérialisme des matériaux qui les approcherait nécessairement avec toute l'histoire de relations qui les fait advenir. Ingold, c'est donc, à une méditation sur le matérialisme qu'invite l'hydrodistillation de notre protocole. Elle nous oblige à regarder de très près nos monstres, ces sols urbains, tout à la fois naturels et produits humains, ces sols que l'on préfère ignorer ou oublier, jusqu'à ce que l'émanation de leur pollution nous oblige à reprendre conscience d'eux. Je vais maintenant vous lire un court extrait de Système périodique qui a été écrit par Primo Levi en 1975. Distiller est une belle chose. Avant tout parce que c'est une opération pleine de lenteur, philosophique et silencieuse, qui vous occupe, mais vous laisse le temps de penser à autre chose, un peu comme aller à bicyclette. C'est aussi qu'elle comporte une métamorphose, celle qui transforme le liquide en vapeur invisible, et celle-ci de nouveau en liquide, suivant ce double chemin, vers le haut et vers le bas. On parvient à la pureté, état ambigu et fascinant, qui part de la chimie et arrive très loin. Enfin, lorsqu'on s'apprête à distiller, on acquiert la conscience de répéter un rite consacré par les siècles, presque un acte religieux. À partir d'une matière imparfaite, on obtient l'essence, l'ousia, l'esprit et en premier lieu, l'alcool, qui réjouit l'esprit et réchauffe le cœur. Bactéries. 1, 2, 4, 16, 32, 60 et puis ensuite géométrique. Un tapis à motifs mous se répand. Ici. Non, là. Dans les reliefs infimes du repas, les environs informes, film, signal, surface, sensation. À l'horizon des ombres, des terres pulsatiles. Sol ferrugineux, mélange d'argile et de matières organiques. Ce sol distillé a été prélevé à 20 cm de la surface. Dans cet horizon, la matière organique révèle d'un fragment du passé du muséum. En effet, à cet endroit se trouve encore le jardin des simples. Le jardin, le sol y était soigné. Il est actuellement mélangé aux couches plus profondes de par l'action continuelle des lombriques. Ce sol a rencontré les racines de tout ce que la contrée connaissait
de plantes utiles, médicaments, poisons, teintures, boissons, épices, autant de plantes sélectionnées et étiquetées pour une collection savante. À genoux sur la terre, parmi les arbustes et les massifs, les jardiniers, orfèvres aux habits verts, protègent, grattent, paillent, sélectionnent. Et pourtant, les graines et les stolons continuent de s'éparpiller. Il faut toujours y revenir et remettre les choses à leur place. Non loin, quelques corneilles, petite touffe par petite touffe, arrachent la pelouse. Tout cela pour chercher des larves de hanneton, dont elles se gavent parfois. Voici le deuxième sol, un sol distillé un petit peu plus tôt. C'est un sol qui a été prélevé en surface, celui-ci, riche de matière organique, de matière sombre. Il provient du jardin écologique. Vous le trouverez en descendant vers la Seine, sur la gauche. Une mésange charbonifère se pose sur un cep de vigne, un troglodyte entonne son chant puissant d'une haie d'églantier. Il dépose une fiente. Un merle gratte la litière, il prélève un verre. Qui sait, peut-être, à l'instant même, un renard est peut-être en train de laisser une trace dans un sentier ombragé. Ici, le jardin raconte en miniature les milieux propres au bassin parisien, entre culture céréalière, vignes et bois, petits bois. Là-dessus, foy, les racines de silène, de géranium, d'ifs touffus, de vesses de loup, qui sait, peut-être. Voici un sol aux horizons tranquilles, qui se régénère tranquillement, sous la surveillance discrète des jardiniers naturalistes, sans grandes interventions, sauf peut-être cette clôture qui met à l'abri du passage et du piétinement dense des passants. Le troisième sol qui a été distillé cet après-midi est un sol où, en fait, c'est pas vraiment un sol, c'est un sol à venir, un sol en devenir. En fait, il est composé de poussière et de particules qui ont été prélevées dans les couloirs de la zoothèque qui se trouve sous le muséum. Là se trouvent des armoires qui grincent, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment au gré des recherches des archivistes du vivant. Des peaux par milliers recouvertes de pelage, d'écailles, de poils ont été collectées de par le monde. Elles sont stockées par genre, par classe, par espèce, par sous-espèce, et protégées des insectes et des acariens par un système de température contrôlée, par la claustration, mais aussi par tout ce qui peut être mis en œuvre pour éloigner le vivant qui prolifère. Malgré tout, le temps fait son œuvre et il arrache, pan par pan, des plumages et des pelisses, quelques fragments de kératine. Nous voudrions clore ce temps avec vous en revenant sur ce que spéculer veut dire dans les deux expériences mises en scène ici. Science et spéculation sont souvent présentées comme des démarches opposées, réconciliables. L'une aurait trait à la description du réel, l'autre à l'imagination. Mais si la science peut offrir une base fertile pour l'imagination, c'est très concevable, la spéculation ne nous permet-elle pas, elle aussi, de connaître le monde mieux ou autrement ? Le philosophe Michel Serres, qui a beaucoup réfléchi à ces questions à partir de l'œuvre de Jules Verne, disait que l'on pouvait distinguer deux formes de lien à la science dans les fictions du célèbre romancier. Pour Serres, on trouvait d'abord dans les récits de Verne une science patente. Il s'agit des références de Verne au savoir scientifique de son temps. Par exemple, il lisait des ouvrages d'océanographie, d'astronomie, bien sûr de géologie,
Et on retrouve des traces des savoirs de l'époque sur les roches et phénomènes volcaniques dans une plongée souterraine comme celle qu'on trouve dans Le Voyage au centre de la Terre. Mais pour Serre, on retrouve aussi chez Verne une science latente. Ici, ce n'est pas au savoir positif sur la géologie ni la volcanologie qu'il est fait référence, mais plutôt à la manière dont, par le récit, le lecteur est tiré dans une compréhension sensible de l'univers dynamique des profondeurs de la Terre ou des abysses. Si la science patente d'Alan nous emmène dans un récit du mouvement du verre qui permet de montrer à quel point notre concept d'environnement est lié à notre condition et à notre sensorium d'être bipède, habitant une surface qui nous paraît solide, la science latente convoquée par Anaïs nous permet d'entrevoir un autre rapport sensible au monde, passant par l'odorat, la distillation alchimique, et nous interroge sur les manières par lesquelles le sol et l'atmosphère, deux entités que la transformation moderne de la ville a séparées, peuvent à nouveau entrer en correspondance. Ainsi, à mesure que nous nous rendons attentifs au sol par des protocoles tels que celui de Pétrichor, nous interrogeons les potentialités des sols urbains qui, parce qu'ils ont émergé dans des relations dans lesquelles nous sommes impliqués, engagent également une réflexion sur les conditions de nos existences urbaines. Merci pour votre attention. Merci Anaïs, merci Alan et merci Germain. On remonte doucement des tréfonds du sol. Puis si jamais vous avez des questions, on va faire circuler un micro parmi vous. N'hésitez pas. Le micro est un peu terreux. Alors peut-être pour commencer, moi j'ai une question. Comment arrivez-vous à mixer comme ça vos spécialités, vos disciplines pour en tirer un projet comme celui de ce soir ? C'est un travail de long terme, puisqu'on a commencé ce travail en 2015. Je dirais qu'une des spécificités, je pense, c'est que dès le départ, on était d'accord sur le fait que l'art ne devait pas être au service d'une communication de la science, mais qu'il y avait des enquêtes à essayer de monter et mener ensemble, qui seraient à l'intersection entre nos pratiques, puisque science, en fait, ici, c'est de l'anthropologie, mais aussi de l'écologie, c'est des choses très différentes. Et puis des pratiques artistiques très différentes aussi qui sont représentées dans ce collectif. Donc on a beaucoup travaillé par résidence prolongée, en essayant de lire des choses en commun, de développer des motifs d'enquête ensemble. Et puis c'est comme ça qu'on a produit les choses qu'on vous a montrées ici. Voilà, je ne sais pas si Alan et Anaïs veulent compléter. Elle aurait besoin de... Merci. Après, ce qui me semble assez précieux dans notre travail en commun, c'est aussi le temps et, comme tu le mentionnais, en fait, des résidences longues. Donc, on s'est rencontrés en 2015 dans le cadre d'une résidence à Chamarande qui avait été initiée par Coal. Et donc, c'était une résidence d'1 an. Et finalement, les autres projets qu'on a menés ensemble étaient aussi sur des temporalités relativement longues, d'1 an ou 2 ans, où il y a vraiment l'espace pour construire un champ de référence commune, un imaginaire commun, et de ce terreau hybride donner forme à une proposition. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai, donc ce temps d'acculturation, il est idéal, mais il fait pas tout. Enfin, de mon point de vue de scientifique, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, la façon ou la qualité qu'a eu Anaïs et puis Yesenia, Thibaut Picasso, qui est pas là ce soir. Cette faculté à comprendre aussi des concepts scientifiques et à en faire de la poésie, mais en gardant une forme de véracité ou très forte liée à cette compréhension. Et nous, scientifiques, je pense aussi qu'on a su, ou en tout cas, moi, en venant d'une discipline quand même qui se veut quand même assez froide par rapport peut-être aux sciences humaines,
on me qualifie parfois de scientifique non humain d'ailleurs, c'est de faire ce pas de côté et d'être capable de mobiliser la part de sensible qui peut exister dans notre approche quotidienne, en fait, qu'on veut pourtant absolument rationnelle et qui ne l'est qu'en théorie au final. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question un peu générale, mais que on a l'habitude de poser lors de ces rendez-vous culturels au muséum. C'est au-delà de l'interaction qu'on a bien comprise entre Anaïs et vous deux, quel est le regard qu'est-ce que le regard de l'artiste amène aux scientifiques, aux chercheurs, et inversement, en quoi les pratiques respectives s'épaulent l'une l'autre, et est-ce que ça aboutit à des découvertes scientifiques? Est-ce que ça aboutit à des découvertes formelles de protocoles artistiques? Enfin, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ça? Je veux bien commencer. Il me semble que de par vraiment ces longues collaborations, ces longs temps d'interaction et d'échange, par chaque projet, il y a la possibilité d'inviter le scientifique, que ce soit en anthropologie ou en écologie, à faire une sorte de pas de côté pour regarder autrement par un protocole purement sensible ou par le biais d'une spéculation, d'une fiction, d'approcher et de regarder autrement son sujet d'étude. Après je peux rebondir, mais je te laisse. Oui, moi je pourrais prendre beaucoup de temps aussi à répondre à cette question qui est très intéressante. Disons que pour un anthropologue, on apprend de toute façon avec les personnes auprès de qui on mène enquête. Quand on fait de l'ethnographie, on apprend des gestes des personnes qu'on accompagne, de leur regard sur le monde, etc. Et donc quelque part, travailler avec Anaïs, avec Alan, avec Jessenia, c'est une façon de prolonger ça, où on devient soi-même acteur d'une recherche inventée en train de se faire, qui permet ici de développer un regard un peu particulier sur les sols, ou sur une page de l'histoire des sciences des sols, parce que c'est un peu aussi mon sujet. Et donc pour moi, c'est continuer à faire ce que je fais d'habitude, plutôt dans des bibliothèques ou plutôt habituellement en faisant l'ethnographie de scientifiques comme Alan. D'ailleurs, j'ai fait de l'ethnographie de laboratoire avec Alan avant de faire c'était mon rat de laboratoire. Et voilà, ce travail prolonge plus qu'il ne déplace complètement, je pense, ce travail de recherche en fait. Après, on peut prendre en exemple un autre projet qu'on a mené ensemble, que j'ai mené avec Germain sur le plateau de Saclay, où là, vraiment, en fait, pendant plusieurs mois, on a mené ce terrain ensemble. Et de ce terrain est née une installation qui a été imaginée par nous deux. Voilà, vraiment, c'est difficile de trouver la distinction entre qui a fait quoi dans cette installation qui est actuellement exposée à la ferme du Buisson, une installation qui s'appelle Hanter les lisières. Et en même temps, ce terrain a aussi nourri des articles que tu es en train de préparer. Donc, on est vraiment dans une forme hybride où, là, on n'est vraiment pas au service de l'autre. Bonsoir, de nouveau. À un certain moment de votre performance, vous nous dites que le milieu du verre lui est à la fois extérieur et intérieur. Et je voulais savoir, pour revenir sur le sol urbain, si le milieu du verre était devenu trop hostile à coup d'artificialisation, de pollution du sol. Et est-ce que le verre arrive à s'adapter ou est-ce qu'on le bannit de son milieu? Voilà. Peut-être une question pour toi, Alan. Allez, alors, déjà, il faut savoir que on s'intéresse depuis relativement peu de temps au sol urbain en général, comme l'a dit Germain, et au vers de terre des sols urbains en particulier. Donc on est vraiment face à ce qu'on peut appeler un front de science. Globalement, les sols sont très très mal connus. La biodiversité des sols est très mal connue. En ville, c'est encore pire. Par contre, ce qu'on a observé, ce qu'ont observé des collègues, en échantillonnant des sols de villes situés aux quatre coins du globe. Bon, le globe n'a pas de coin, désolé, mais c'est l'expression qui est comme ça. Donc aux quatre coins du globe, c'est que on va retrouver à chaque fois un nombre assez réduit d'espèces qui vont constituer ces communautés. Donc si on devait caricaturer, on pourrait, comme c'est le cas sur d'autres groupes,
certains oiseaux notamment, on pourrait éditer un guide des vers de terre des villes qui serait utilisable autant à New York qu'à Paris ou qu'à Montpellier. Ça, c'est un concept qui s'appelle l'homogénéisation biotique et qui nous interroge. Alors, on ne fait pas de la biodiversité pour faire de la biodiversité, mais la biodiversité, c'est une garantie. Et là, comme on est sur des communautés assez simplifiées, avec assez peu d'espèces, la question qu'on se pose, c'est des spéculations, hein, c'est que si jamais ces espèces, pour X raisons, une intensification d'une perturbation, pollution quelconque, hein, il n'y a pas que la pollution atmosphérique, venait à s'accentuer, peut-être qu'on les perdrait. Voilà. Donc il en reste, mais il faut en prendre soin. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir d'ailleurs. Vous m'entendez? Ah oui, super. Merci pour la présentation. Moi, j'ai été un petit peu intrigué par cette idée de classification olfactive du sol et je me demandais dans quelle mesure il y a eu des grilles de lecture ou vraiment une typologie qui a été réalisée sur cette classification. Et je me demandais également si cette pratique avait potentiellement pu être arrêtée avec un certain développement de l'hygiéniste ou de questions sanitaires, un potentiel danger. Merci. Alors, à notre connaissance, cette recherche olfactive sur les sols, elle est assez circonscrite au travail en fait de Chevreul, à quelques éléments qu'on a comme ça. Par contre, la question du miasme, de la place de l'odeur du sol dans une certaine représentation de la maladie, elle est bien importante et très documentée. Elle a une véritable épaisseur historique. Au XIXe siècle, avant Pasteur, hein, pour faire simple, enfin avant les théories microbiennes qui viennent définitivement remplacer ça. Mais voilà, cette pédologie olfactive qu'on a présentée ici, on l'a effectivement largement inventée en prolongeant ces quelques traces qu'on a trouvées. On s'est dit, tiens, là, avant que les sciences des sols émergent vraiment comme discipline, on va dire, établie avec, bon, je ne sais pas si Dokuchayev, etc., qui sont souvent présentés comme les pères fondateurs, hein, qui creusent une fosse pédologique, observent les horizons, font une description en fait d'éléments vraiment visuels. Et bien avant ça, on a eu cette méthode complètement différente qui passe par l'olfaction. Et donc on s'est dit, bon, la spéculation s'est toujours posée un « et si ». Et si, en fait, c'était ce chemin-là qui avait été pris, sans vraiment, évidemment, sans ignorer que ça n'a pas du tout été développé au-delà de ces quelques petites expériences. On s'est particulièrement inspiré du Munsell, qui est en fait une sorte de pantone pour les pédologues. Ce sont très, très beaux objets avec des planches et avec des dizaines et des dizaines de tonalités que l'on retrouve sur les sols. Donc en général, le pédologue sort une planche, la pose au sol pour essayer de retrouver la couleur précise du sol rencontré. Et donc nous, justement, c'était finalement fonctionner en contraste de, comme l'expliquait tout à l'heure Germain, de cette rencontre purement visuelle des sols, et donc d'imaginer cette classification, cette typologie, mais par le biais de l'olfaction. Donc en fait, depuis 2015, on est en train de commencer petit à petit à constituer une palette olfactive des sols, pour le moment, de la région parisienne. Donc on a 150 200 distillats de sol qui révèlent, finalement donnent accès à une autre histoire, mais donnent accès d'une autre manière aussi aux informations et à l'histoire contenue dans ces sols par le biais de l'olfaction, mais aussi par le biais chromatique, comme vous pouvez le voir, vraiment selon la nature des sols distillés, ces tonalités varient énormément. À savoir, juste pour compléter, que ces sciences contemporaines sont moins visuelles qu'on le croit ou qu'elles le prétendent parfois, puisqu'on a bien vu avec Alan que le côté tactile était extrêmement important. Et beaucoup de pédologues vous diront qu'avant de faire une analyse des horizons du sol, ils comprennent plein de choses en creusant. Et donc ça passe par d'autres sens que simplement la vue. Bonsoir. Merci pour la présentation. Je voulais revenir encore un petit peu sur la théorie des miasmes. Est-ce que les odeurs ne sont... Le vecteur des odeurs ne sont que des gaz,
absent de microbes, hein. Enfin voilà, si c'est des gaz, il n'y a pas de vie, et donc il n'y a pas effectivement peu de... Enfin, on ne risque pas une contamination, en tout cas par des organismes vivants. Ou bien est-ce qu'il peut y avoir des bio-aérosols, et je ne sais pas, par exemple des spores de champignons qui sont mis en suspension et qui peuvent effectivement avoir éventuellement être pathogènes, quoi. Je serais bien incapable de vous répondre. C'est probable. En tout cas, je ne pense pas que cette hypothèse ait été vraiment abordée ou centrale à ma connaissance, mais il faudrait demander à un spécialiste à l'époque qu'on a examiné ici. Mais je ne sais pas si... Désolé de ne pas pouvoir vous répondre plus précisément. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais une dernière, peut-être plus pour Alan. Quelles sont les recherches qui sont menées actuellement avec les vers de terre? Est-ce que un citoyen lambda, est-ce que nous, en sortant là de cet auditorium, on peut aider les scientifiques à faire leurs recherches? Vous pouvez commencer tout de suite, hein, il y en a plein. Non, les blagues à part, alors voilà, les vers de terre, c'est des organismes qui sont relativement bien connus pour la faune du sol, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque par rapport à des organismes à poils ou à plumes, voilà, on est vraiment au début de nos connaissances, pardon, même s'il y a des travaux fondateurs en France, je pense évidemment aux travaux de Marcel Boucher. On n'a pas encore stabilisé la classification des vers de terre. Moi, j'ai des collègues qui découvrent des nouvelles espèces de vers de terre en France tous les ans. Ça nous enquiquine un peu, mais bon, ils sont payés pour ça. Et comme tu l'as dit, effectivement, en collaboration avec plusieurs structures du muséum, hein, Viginature et Mosaïque, je crois qu'il y a des personnes présentes dans la salle. Qu'elle se dénonce, non, je crois que je vous vois là-bas. Ouais. Voilà. On est en train de renforcer et de lancer des nouveaux outils participatifs, donc qui sont là pour répondre avant tout à des questions scientifiques. Donc l'idée étant de proposer aux participants d'aller chercher les vers de terre, mais également tous les autres organismes, toute la diversité des sols. On met beaucoup le ver de terre en avant pour ses qualités photogéniques évidentes, mais vous avez des milliers d'espèces dans le sol qui ont moins cette chance. Donc c'est l'idée de ce programme qui devrait s'appeler CUBES pour qualité biologique des sols et qui devrait bientôt finalement, enfin vous devriez en entendre parler très bientôt. Bonsoir, merci. J'avais une question pour revenir juste sur l'odeur des sols. Je me demandais comment vous faisiez pour la caractériser, parce que quand on dit à quelqu'un comment ça sent la terre, il dit ça sent la terre, et il ne trouve pas forcément les mots pour le dire. Tout à l'heure, vous parlez d'une odeur de soufre, je crois. Est-ce que vous utilisez des choses assez conventionnelles de la chimie moderne pour donner l'odeur, ou des caractérisations locales sur les terres sur lesquelles vous avez prélevé? Vous utilisez les mots qu'emploient les gens sur place. Enfin, comment vous faites pour caractériser l'odeur d'un sol et de différents sols a fortiori? En fait, c'est un projet qui est mené avec différents publics. Donc, c'est souvent mené dans le cadre d'ateliers et d'ateliers participatifs sur différents territoires. Donc souvent cette analyse de l'odeur distillée se fait collectivement et donc on met en place différentes sortes de mises en mouvement pour essayer justement d'affiner cette définition, cette compréhension olfactive qui est quand même assez peu développée. Et après, en fait, oui, on se base sur finalement une palette d'odeurs connues, mais ça devient vraiment un support pour finalement une démarche assez subjective qui plonge vraiment dans le sensible pour essayer d'imaginer cette autre relation, cette autre attention au sol. Donc c'est vraiment pas un travail de classification, un travail purement scientifique, c'est plus un travail où par le sensible on vient aussi éveiller un imaginaire et se rapprocher de cette vie des sols par le biais olfactif. Donc voilà, c'est plus par des jeux d'écriture, d'évocation, d'images, vraiment d'essayer de se rendre attentif. Et après, de ces quelques mots qui ont été attachés à un de ces distillats, on compose un texte. Donc chacun de ces distillats est accompagné d'un texte qui, lui, est purement spéculatif.
ben encore merci Anaïs Tonder, Germain Molmans et Alan Vergne pour votre présentation.